préparation, une semaine d'activité, 24 heures de course pour les constructeurs, pour les organisateurs, pour les mécaniciens, pour les pilotes. Les 24 heures du Mans se ramènent à ce triptyque. La longue phase de préparation reste obscure, presque confidentielle, mais dès le lundi qui précède la course, le rideau se lève avec l'arrivée sur le circuit des 55 voitures qui vont participer à la ronde. En cette année 64, la construction française est présente avec les CD, Alpine ou René Bonnet Aérojet. Chaque année, elles sont au départ et pour cette 32e édition des 24 heures, elles sont au nombre de 4. L'an dernier, c'est une René Bonnet qui a enlevé la première place au classement à l'indice énergétique. Leur objectif est donc de vaincre de nouveau, notamment face aux Alpines de Jean Redley, leur grande rivale. Mais ce sont les Ford qui polarisent l'attention. La grande marque américaine a fait un gros effort et son retour au Mans est un événement. Son ambition, mettre un terme à la suprématie insolente des Ferrari. Les prototypes GT40 et les GT Cobra ont été soigneusement préparés. Aux essais, Ginter réalisera un temps de 3,45,3 qui en dira long sur les possibilités de sa Ford. Moteur V8, cylindrée 4,7 litres, puissance maximale 380 chevaux. Pour mettre toutes les chances de son côté, Ford s'est assuré le concours des meilleurs pilotes, Gurney-Bondurant étant l'équipage le plus célèbre. Mais ce sont les 3 prototypes qui ont le plus de succès. Il faut reconnaître que Roy Loon a su leur donner une très belle allure. C'est le résultat d'un an de travaux, d'épures, de tests et de corrections. Certes, les essais du mois d'avril avaient permis de constater quelques imperfections, mais on affirme que les techniciens de chez Ford ont fait disparaître ces défauts mineurs. La 12 sera pilotée par Richard Atwood et Joe Schlesser. La 11 sera confiée à Ginter et Grégory. Quant à la 10, ce sont Bruce McLaren et Phil Hill qui se relayeront à son volant. Comme toutes les autres voitures, les Ford sont soumises aux opérations de pesage et de vérification. Une revue de détails complète, rigoureuse par les commissaires auxquels rien d'anormal ne saurait échapper. En fait, sur l'ensemble des 55 concurrents, il y aura très peu d'observations à faire. Chacun connaît le règlement et s'y conforme. C'est tout bénéfice pour les uns comme pour les autres. Ces monstres, pour l'instant paisiblement endormis, sont toujours un objet de curiosité. Pendant la course, ils passeront si vite que personne ne pourra les détailler. Ils sont aussi matière à réflexion sur la patience, sur l'astuce, l'ingéniosité des concepteurs et des constructeurs pour concilier puissance et aérodynamisme, vitesse et tenue de route. C'est en considérant de telles pièces d'orfèvrerie qu'on s'explique les progrès constants de l'automobile. Les Ford ont donc passé avec succès leur premier examen, le plus facile, il faut bien le dire. Le feu vert leur est donc donné pour participer aux essais, pour prendre la mesure du circuit, de ses difficultés, de ses particularités. Rares en effet sont les circuits aussi personnalisés que celui du Mans. Dans quelques heures, les pilotes auront une dernière occasion d'adapter au mieux les possibilités de la mécanique aux constantes du parcours. Unique en son genre, la puissante Maserati que piloteront tour à tour Simon et Trintignant, 8 cylindres en V, double arbre à cam en tête, 5 litres de cylindrée
et une puissance disponible de 420 chevaux à 6200 tours minute. Avec elle, on peut être assuré que ça ne traînera pas au départ. Encore une fois, Ferrari est venu en force, 5 prototypes comme celui de Guichet et Vaccarella, la numéro 20, ainsi que 4 GT. Au palmarès des 24 heures, 7 victoires, dont 4 consécutives ces dernières années. La 21 est le prototype de Scarfiotti et Parks, les atouts maîtres de la marque de Maranello, une parfaite mise au point et la solidité à toute épreuve de son moteur de 12 cylindres en V. La 20 et la 21 sont des 3 litres 3, la 19 de Surtees et Bandini est une 4 litres. Ici, l'une des deux CD, Charles Dutch, qui défendront les couleurs françaises avec les Alpines et les René Bonnet. 20 juin, dès les premières heures de la matinée, l'enceinte du circuit s'anime, le grand jour est arrivé et 4 heures avant le départ, le restaurant affiche déjà complet. Bien avant que le premier tour de circuit ne soit bouclé par les concurrents, un record est déjà tombé, celui de l'affluence. Plus de 300 000 personnes qui, pour rien au monde, n'auraient voulu manquer ce spectacle permanent qui va durer pendant 2 tours du cadran. Une foule de jeunes et de moins jeunes, de connaisseurs et de profanes, une foule prévoyante et organisée. Le spectacle d'ailleurs commence bien avant que le drapeau ne s'abaisse avec l'entrée des concurrents sur le circuit, entrée discrète, silencieuse. Le bruit dominant étant encore, pour quelque temps, celui des conversations et des haut-parleurs. La Ferrari numéro 19 occupe la meilleure place, la première. Les autres sont derrière, en biais, l'ordre ayant été déterminé par les temps aux essais. La Ford de Günther Gregory est en 2e position, devant la Ferrari de Pedro Rodriguez et Skip Hudson. En 4e position, on retrouve la Ford numéro 10 de McLaren et Hill. C'est l'heure des derniers réglages, des dernières vérifications. C'est le moment de penser à tout, de prévoir même l'imprévisible. Tel détail qui peut paraître accessoire et négligeable aux touristes peut prendre en course une importance capitale. Deux Jaguars sont au départ. Le constructeur britannique a gagné 4 fois les 24 heures du Mans. Dans les tribunes, les spectateurs sont là pour vivre la course pleinement. Ils vont surtout vivre 2 minutes d'une extraordinaire intensité, celles qui vont s'écouler entre 15h59 et 16h01. Dans 3 minutes, le départ. Sur la piste complètement dégagée, entre la rangée de pilotes et la rangée de voitures, un drapeau arrive. C'est avec ce drapeau que le prince de Metternich, président de l'Automobile Club d'Allemagne, va donner le top libérateur aux 55 pilotes. « 16h pile, ils sont partis et le plus rapide sera le Mexicain Pedro Rodriguez sur sa Ferrari. Excellent départ pour tout le monde, sauf pour l'infortuné Phil Hill qui a connu quelques ennuis et qui se retrouve en toute dernière place.
D'entrée, les Ferrari ont pris le commandement. Rodriguez, Surtees, Graham Hill et Scarfiotti. 13 km 461 à couvrir avant de passer pour la première fois devant les tribunes. Toujours les Ferrari en tête avec Rodriguez en première position, mais les Ford sont derrière, tout près. La course est déjà bien lancée. Premier passage devant les tribunes et les Ferrari toujours devant avec Rodriguez, Graham Hill, Surtees, Scarfiotti et une Ford sur leurs talons. Les Ferrari et la Ford vont très vite, le record du tour est sérieusement menacé. Et déjà un concurrent est en difficulté après le premier tour, c'est Baghetti qui a des ennuis avec son embrayage. Le train est très sévère, on tourne à plus de 200 km/h de moyenne. Surtees, Rodriguez, Graham Hill mènent à tombeaux ouverts, mais ils sont toujours talonnés par la Ford numéro 11 de Ginter, qui va leur en faire voir de toutes les couleurs et qui va même réussir à prendre le commandement. 3 Ferrari face à une Ford et les records tombent. 3,53,1 par Ginter au 10e tour, un record abaissé de plus de 2 secondes dès le 12e tour par Rodriguez avec un 3,59 à près de 210 km/h de moyenne. Sévère aussi en GT où Fernand Tavano en 10e position sur sa Ferrari est lancé à la poursuite des AC Cobra. Une première heure étourdissante avec cette empoignade avec les deux F, Ferrari et Ford. En une heure, près de 202 km ont été abattus, 3 de plus que l'an dernier. L'allure est infernale, le train en tête est toujours assuré par la Ford de Ginter, suivi par les Ferrari, celle de Surtees, Rodriguez, Graham Hill ou même Guichet, qui est revenu maintenant en 5e position. Au 20e tour, Rodriguez réalise l'exploit de la journée, un tour en 3,49,8 à près de 211 km/h de moyenne. Lorsque Ginter est obligé de ravitailler, Surtees en profite pour prendre la tête de course. Grégory repart au volant de la Ford, il est en 2e position derrière Surtees. Le temps est magnifique et le public vit intensément les péripéties de la course. Une course qui s'annonce fertile en surprises et en rebondissements. Pour l'instant, la 19 est en tête, la 11 en 2e position. C'est au tour de Graham Hill de s'arrêter pour faire le plein. Le Britannique fait partie avec Surtees et Rodriguez du peloton de tête. Ravitaillement express en carburant pour la Ferrari numéro 14. C'est au tour maintenant de Bonnier de prendre le volant. Bandini est pensif, l'heure de ravitailler est arrivée pour son coéquipier Surtees et la 19 va être obligée de céder le commandement à la Ford numéro 11. Surtees a remarquablement mené sa course, Bandini va prendre le relais, il connaît la musique, il a remporté l'épreuve l'an dernier avec Scarfiotti. La 19 repart donc en 3e position. En tête, aucune faiblesse, aucun signe de fléchissement. La moyenne se maintient toujours au-dessus de 200 km/h et en 3 heures, 605 km seront couverts. Derrière, après 23 tours de course, un accident est à déplorer. Celui-ci est survenu à la sortie de la ligne droite sous la passerelle Dunlop. Pour une raison inconnue, la Triumph Spitfire de Michael Rothschild a heurté les barrières avant d'être renvoyée en milieu de piste. Plusieurs concurrents ont pu l'éviter et malgré les apparences, le pilote n'est que légèrement blessé.
Plus que 50 voitures en course et une lutte toujours indécise en tête avec Günther Gregory sur Ford aux commandes, suivi des Ferrari de Guichet Vaccarella et Surtees Bandini. Graham Hill et Joe Bonnier ne sont pas loin, alors que Rodriguez a perdu du terrain, il est désormais à un tour. La René Bonnet de Bouarde fait mieux que se défendre puisqu'elle est en tête à l'indice énergétique. Pour Baghetti, les choses ne s'arrangent pas, il est loin après s'être arrêté longtemps à son stand après des soucis d'embrayage. Quant aux Porsche, elles sont bien placées à l'indice de performance mais connaissent quelques soucis. C'est notamment le cas de la 33 du Racing Team Holland. Avec l'allure imprimée en tête, il ne faut pas s'endormir. Après un demi-tour maîtrisé, à la Porsche de Pon van Wallinge est reparti. Nouvel accident au tertre rouge, sans dommage pour le pilote. Il s'agit de la Sunbeam Tiger de Dubois-Balissa qui n'ira pas plus loin. Mais il n'est pas de spectacle, aussi passionnant soit-il, qui ne finisse par nécessiter un entracte. Dans l'enceinte du circuit, les pôles d'attraction ne manquent pas, de quoi satisfaire même les plus difficiles. Les femmes sont là également et ont même l'occasion d'assister à un très beau défilé de mode. Alors que l'on entame la 5e heure de course, l'intérêt de l'épreuve n'a pas baissé d'un cran. Et cette 5e heure va être marquée par une cascade d'incidents qui vont encore bouleverser le classement. D'abord la disparition de la Ferrari numéro 15, celle de Rodriguez Hudson, celle qui détient le record du tour. Rodriguez a été trahi par un joint de culasse. Ensuite, ce sera l'incendie de Mulsanne, plus spectaculaire qu'inquiétant. C'est la Ford de Schlesser qui brûle. Fort heureusement, le pilote est indemne et le service de sécurité va pouvoir maîtriser les flammes. Les spectateurs se restaurent alors que les péripéties continuent en piste. La Ford de Günther est à son stand depuis plusieurs tours en raison d'un problème de boîte de vitesse. On ne la reverra plus sur le circuit. Il n'y a donc plus qu'une seule Ford en course, celle de Phil Hill et Bruce McLaren, mais elle est loin. La Maserati de Trintignant-Simon revient très fort, mais pour elle, ce sera la 9e heure qui sera fatale. Les Ferrari sont donc seuls en tête au premier quart de la course. Que 44 voitures en piste, mais l'allure est toujours aussi soutenue en tête. Surtees et Bandini n'ont pas levé le pied. À chaque tour, ils sont pointés aux alentours de 3,55. Or, 3,55, cela représente plus de 206 km/h de moyenne. Et leur moyenne générale frise les 202 km/h. C'est tout simplement ahurissant si l'on songe que l'an dernier, Scarfiotti et Bandini ont battu le record général de l'épreuve à 190 km/h. Et tandis qu'elle continue sur la piste pour les bolides rouges, la fête commence au village des 24 heures. Elle va durer toute la nuit, ou presque. On dort peu pendant la course. Qui songerait d'ailleurs à dormir alors que la kermesse annuelle bat son plein? Il est minuit et la liste des abandons s'est encore allongée. 16 voitures hors course, 17 bientôt avec la Maserati de Trintignant et Simon. Avec la nuit, la moyenne générale a un peu fléchi. Elle dépasse tout de même encore les 200 km/h. En grand tourisme, la situation est moins nette. La Ferrari numéro 24 de Blaton et Bianchi, comme celle de Tavano et Grossman qui portent le 27, sont dominées par la seule des 3 AC Cobra encore en course, celle de Gurney Bondurant.
Il y a un tour d'horloge que la course est partie et le classement à la distance est toujours à l'avantage des Ferrari. Surtees, Bandini en tête, Guichet, Vaccarella dans le même tour. Mais à l'indice énergétique, c'est toujours la 46, l'Alpine Renault de Morog de la Jeunesse, qui occupe la première place. Tandis que la brume matinale découvre peu à peu la campagne mancelle, on peut mesurer combien, comme à l'accoutumée, la nuit des 24 heures aura été meurtrière pour les mécaniques et piégeuse pour les pilotes. Endommagé, l'Alfa Romeo Giulia numéro 40 ne terminera pas. 7 au départ, les Porsche seront 5 à l'arrivée, une excellente proportion, alors que la Lotus Elite de Wagstaff Hunt passera la journée comme elle a passé la nuit, c'est-à-dire très bien. D'ores et déjà, on peut jouer le tiercé Ferrari dans le désordre. Pour l'instant, c'est la 20 qui mène, celle de Guichet Vaccarella, avec 5 tours d'avance sur la 14 de Hill Bonnier et 6 tours sur la 19 de Surtees Bandini, qui ont, eux, connu quelques difficultés dans les stands. 29 voitures sont sur la piste et 35 000 dans les parkings. Le public a répondu présent. La nuit a été fraîche pour les spectateurs, mais pour rien au monde, il n'aurait manqué ce petit matin des 24 heures. Pas de chambre réservée à l'hôtel, les 24 heures se vivent au cœur du circuit. Après une nuit courte et une toilette matinale, les passionnés vont pouvoir retrouver leurs concurrents préférés en piste. Mais avant cela, n'oublions pas le petit déjeuner. Allez, après cette petite pause, il est désormais temps de prendre place au bord de la piste pour vivre les dernières heures de cette lutte entre Ferrari et Ford. Sur sa 250 GTO, Fernand Tavano est toujours là, dans les 5 premiers à la distance, alors que Surtees et Bandini sont 3e. Dommage qu'ils aient dû s'arrêter si longtemps, ils pouvaient crever le mur des 200 km/h de moyenne. Devant, la situation est des plus simples. 3 prototypes Ferrari aux 3 premières places sur 10 tours et à 13 tours, la Cobra GT de Gurney-Bondurant. Des 3 Ferrari, c'est la 14 qui produit la plus grosse impression. Graham Hill et Joe Bonnier ont réussi à revenir à 5 tours des leaders. Ils ont 5 tours d'avance sur celle de Surtees Bandini. Jean Guichet et Nino Vaccarella ne forcent pas leur talent, et le talent en l'occurrence c'est de ménager la mécanique, savoir lever le pied, juste ce qu'il faut pour avoir des chances supplémentaires de tenir. Une baisse de régime insignifiante mais dont les conséquences seront peut-être énormes. Il n'y a plus de CD en course, la dernière s'est retirée à 5 h du matin et déception pour les Manceaux, Tavano connaît à son tour des difficultés. De la 5e, il va retomber en 10e place. L'arrivée sera donnée dans moins de 4 heures et c'est toujours Guichet Vaccarella en tête. À 12h25, ils vont franchir le cap des 4000 km. Ils sont donc largement dans les temps pour battre le record à la distance. Les difficultés de dernières heures sont les plus navrantes. Bianchi et Vinatier en font l'expérience, mais 2 autres Alpines sont en tête au rendement énergétique. Pour certains, Le Mans aura été une révélation, pour d'autres, confirmation. Même les plus jeunes ont fait le déplacement, tandis que les restaurateurs continuent leurs préparatifs pour satisfaire le public.
25 voitures en course tournent maintenant depuis plus de 22 heures. 30 abandons sont donc à déplorer dans cette épreuve. Devant, les positions n'ont pas changé. Jean Guichet et Nino Vaccarella sont en tête devant la 14 à 5 tours et la 19 à 10 tours. L'équipage est toujours très régulier avec des chronos de moins de 4 minutes au tour au volant de la Ferrari 3 litres 3 d'usine. Les Porsche finissent remarquablement. Celle de Cor Schiller est à une trentaine de tours, mais elle n'avait aucune ambition à la distance. Dans le plan tricolore, il ne reste plus de René Bonnet. Plus qu'une heure, cette fois la course est jouée, et bien jouée. 20, 14 et 19, voilà le tiercé dans l'ordre. Guichet Vaccarella devant Hill Bonnier à 6 tours, Surtees Bandini à 12 tours. Derrière eux, la Ford de Gurney-Bondurant a renoncé à prendre la 3e place. Elle finira donc 4e et 1re en ventorise. Baker Bradley sur leur Austin LA vont finir 24e et dernier, ou plutôt 24e sur 55, car c'est un grand exploit que de terminer au Mans. La marque victorieuse elle-même y aura laissé des plumes. Elle avait 7 prototypes au départ, elle en a 3 à l'arrivée. Le rideau va tomber sur cette 32e édition des 24 heures du Mans, qui aura donc été un succès complet. Succès populaire avec plus de 300 000 spectateurs, ce qui prouve que dès l'instant où on est venu au Mans, on y revient. Succès pour Ferrari qui prend les 3 premières places et qui remporte ainsi, et d'une façon absolument indiscutable, sa 5e victoire consécutive. Victoire à la distance et victoire à l'indice de performance. Record battu évidemment, 4695 km à plus de 195 km/h de moyenne. Et succès éminemment sympathique du triple champion de France, le Marseillais Jean Guichet, associé au Sicilien Nino Vaccarella.